Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 août 2025 et notre ami l'ambassadeur Chas Freeman est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, monsieur l'ambassadeur. Heureux d'être avec vous, Nima. Permettez-moi de commencer, monsieur l'ambassadeur, par les deux réunions. L'une entre l'administration Trump, disons les États-Unis, et la Russie, puis les États-Unis avec les Européens et Zelensky. Comment avez-vous perçu le contraste, s'il y en a eu, entre ces deux réunions? Eh bien, les deux réunions étaient très différentes. Évidemment, la réunion à Anchorage était celle de deux souverains égaux. Vladimir Poutine a été accueilli en tant que tel. Beaucoup de gens en Occident se sont plaints que cela lui avait rendu la dignité qu'il avait perdue. Oups, excusez-moi. Pas de problème, monsieur l'ambassadeur. Cela arrive. Non, c'est n'importe quoi. De toute façon, c'est juste quelqu'un qui essaie de me vendre quelque chose. Ça arrive tout le temps ici au Brésil. Donc je suis désolé pour cela. Quoi qu'il en soit, la réunion à Anchorage s'est déroulée entre égaux. Beaucoup de personnes en Occident se sont plaintes que Donald Trump ait reconnu Vladimir Poutine comme un égal. La réunion à la Maison-Blanche avec les 7 dirigeants européens était en réalité tout le contraire. C'était un groupe d'États vassaux rencontrant leur grand leader, quelque chose tout droit sorti de l'époque de l'Union soviétique avec ses États satellites d'Europe de l'Est. Et beaucoup l'ont remarqué. C'était un signal que les Européens tiennent vraiment à ce que les États-Unis restent leurs protecteurs en Europe. Ils veulent continuer à mener cette guerre. Ils veulent que les États-Unis soient à leur côté pour cela. Ils n'ont aucun intérêt à faire la paix avec la Russie. Ce dont ils ont parlé, ce sont des garanties de sécurité, et dans ces discussions, ils les ont abordées uniquement sous un angle militaire, ce qui est totalement inacceptable pour les Russes. En réalité, ils semblent n'avoir rien retenu du déclenchement de la guerre en 2022. Lorsque la Russie a montré qu'elle était prête à faire la guerre pour empêcher la présence de forces hostiles en Ukraine et la perpétuation d'une relation hostile entre l'Ukraine et elle-même. Ce sont donc des réunions très différentes. Ce qu'elles avaient en commun, c'était beaucoup de gens qui parlaient de manière très vague, sans véritable accord sur quoi que ce soit, chacun parlant dans le vide. Et nous le constatons avec ce qui s'est passé depuis lors. Je pense que la question principale serait, quel était l'objectif principal de cette réunion? Ils voulaient comprendre quelle est la position de la Russie. Ils voulaient conclure un accord plus important, une grande stratégie concernant la Russie. De quoi s'agissait-il exactement? Eh bien, je pense que la rencontre, si vous parlez de la rencontre entre Trump et Poutine, a été une manœuvre très compliquée. D'un côté, Trump veut effectivement sortir de cette guerre. Il a très habilement transféré la responsabilité de la guerre aux Européens. Donc si des armes américaines parviennent à l'Ukraine, elles viendront des Européens qui les financent. Ainsi, M. Trump peut désormais affirmer « Regardez, je n'ai pas arrêté l'envoi d'armes. L'Ukraine a perdu la guerre, ce n'est pas ma faute. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas interrompu la coopération en matière de renseignement. Je n'ai pas cessé de fournir des armes. Mais ce sont les Européens qui ont échoué à arrêter les Russes sur le champ de bataille en Ukraine. » Il a donc créé les conditions pour éviter toute responsabilité intérieure concernant ce qui se passe réellement, à savoir que l'Ukraine est en train de perdre la guerre. Et cela fait partie du problème. Le second aspect, c'est qu'il cherche réellement une issue, mais il a une idée assez naïve, une idée typiquement américaine,
selon laquelle on peut régler les choses au sommet, que les personnalités peuvent l'emporter sur les intérêts nationaux. Il pense donc que, s'il peut rencontrer Vladimir Poutine, ils pourront régler les choses entre eux. Il n'a pris aucune disposition pour cela. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Il y a des enjeux sérieux qui nécessitent une négociation minutieuse. Aucune préparation de ce type n'a eu lieu pour ce sommet. Le même problème se pose désormais pour la rencontre envisagée entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Il est vrai que Trump a persuadé Vladimir Poutine, qui n'était pas disposé à rencontrer Zelensky, qu'il devrait le faire. Et il a également mis Zelensky dans l'obligation de rencontrer Poutine. Donc à un moment donné, ils se rencontreront. Mais il est évident qu'ils ne peuvent pas se rencontrer sans une préparation approfondie de la réunion. Nous avons d'ailleurs entendu Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, préciser qu'il ne peut y avoir de rencontre à ce niveau entre Zelensky et Poutine tant que le cadre de la réunion, les paramètres de base d'un accord, n'a pas été défini. C'est la pratique diplomatique normale. Le fait que cela semble surprendre beaucoup de gens montre simplement à quel point nous avons oublié comment faire de la diplomatie. Pensez-vous que Donald Trump et son équipe comprennent la position des Russes? Parce que, comme vous l'avez mentionné, je pense que vous faites référence à l'interview de Lavrov sur NBC News, il ne faisait que décrire les choses évidentes dont les Russes parlent depuis 3 ans. Mais qu'en est-il de la compréhension du côté de l'administration Trump? Eh bien, la seule personne qui compte, apparemment, dans l'administration Trump, c'est Donald Trump. Il n'a pas de véritable équipe pour l'aider. Il a un cabinet et des principaux assistants qui ont peur de lui dire ce qu'il ne veut pas entendre. Je dirais cependant que cette réunion était importante, car il a désormais une meilleure compréhension, même si elle reste imparfaite, de la position russe. Il comprend que parler d'un cessez-le-feu sans cadre menant à la paix n'a aucun sens et n'aboutira à rien. Par conséquent, il a changé de position, passant de l'exigence d'un cessez-le-feu à la discussion sur la nécessité d'une paix globale. Il ne comprend manifestement pas la question des garanties de sécurité. Et je voudrais souligner un point. Avant de parler de garanties de sécurité, il faut définir ce que l'on garantit exactement. Les Russes sont tout à fait disposés à garantir la neutralité et l'indépendance de l'Ukraine. Ils ne sont pas prêts à garantir la poursuite de l'hostilité de l'Ukraine à leur égard, ni la présence sur le sol ukrainien de troupes étrangères issues d'une alliance contre eux. Donc, si la question est, et un autre point important, les garanties de sécurité doivent aussi inclure la Russie, car cette guerre a commencé parce que les Russes se sont sentis menacés par le projet d'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine et par le fait que pendant 8 ans, l'Occident, l'OTAN, a formé les Ukrainiens à combattre la Russie. Et en fait, à la veille de la guerre, je ne parle pas de la guerre civile en Ukraine, mais de l'invasion russe, à la veille de l'invasion russe, les forces ukrainiennes étaient massées contre les républiques russophones qui étaient apparues dans le Donbass après que l'Ukraine eut insisté pour interdire l'utilisation de la langue russe à des fins officielles ou pour l'éducation. Il comprenait donc qu'il devait y avoir des garanties de sécurité, mais je ne pense pas qu'il ait compris ce que cela signifiait, qui devait les donner et qui devait les recevoir. Ce dont nous parlons ici, je pense, du moins dans l'esprit russe, c'est de quelque chose qui ressemble au traité d'État autrichien de 1955, dans lequel les droits des minorités en Autriche étaient garantis. L'Autriche est devenue un État indépendant, et tout le monde, c'est-à-dire les 4 parties ayant accepté le traité,
à savoir l'Union soviétique, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, a compris qu'elle serait neutre et que cette neutralité serait garantie. Ce que la Russie recherche, c'est une garantie de la neutralité et de l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que des droits des russophones en Ukraine. Je ne pense pas qu'il y ait eu de changement dans la position russe depuis décembre 2021, ou peut-être juin 2024, lorsqu'ils ont exposé leur position. Reste à savoir si M. Trump comprend tout cela ou non. Il semble qu'il en comprenne une partie aujourd'hui, alors qu'il n'en comprenait rien auparavant. Voici ce que Donald Trump a publié, monsieur l'ambassadeur. Il dit qu'il est très difficile, voire impossible, de gagner une guerre sans attaquer le pays de l'envahisseur. C'est comme une grande équipe sportive qui a une défense fantastique, mais à qui on n'autorise pas à jouer en attaque. Il n'y a aucune chance de gagner. C'est pareil avec l'Ukraine et la Russie. Joe Biden, corrompu et totalement incompétent, n'a pas permis à l'Ukraine de riposter, seulement de se défendre. Se défendre. Je pense que tout le monde est déconcerté par ce genre d'hypocrisie. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça de l'hypocrisie. D'une certaine manière, il essaye de jouer un jeu avec les Russes. Quelle est votre compréhension de cela? Il joue un jeu avec le public américain. Il sait que l'Ukraine est en train de perdre la guerre. Il veut en rejeter la faute sur Biden, pas sur lui-même. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est tout l'enjeu de cette histoire de transférer la responsabilité aux Européens. Il cherche à échapper à la responsabilité de quelque chose qui va se produire sous sa surveillance. C'est une manœuvre très typique de Trump. Et nous avons vu que lorsqu'il ne peut pas accomplir quelque chose, il essaye de créer l'illusion de l'avoir accompli. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Il essaye de créer l'illusion de faire la paix. Cependant, il a ouvert la porte à un processus de paix. Mais il est clair qu'il faudra encore pas mal de temps avant que cette porte ne soit vraiment ouverte. Comme l'a dit Sergei Lavrov, il ne peut y avoir de rencontre entre Poutine et Zelensky tant que le terrain n'a pas été préparé pour qu'une telle réunion puisse aboutir à quelque chose. Il n'y a aucun intérêt à mettre les deux dans un ring de boxe, comme Trump semble l'imaginer, et à les laisser s'affronter. Cela n'apporterait aucune amélioration par rapport à ce qui se passe sur le champ de bataille. Donc en l'absence de diplomatie, en l'absence de préparation minutieuse pour des sommets et des négociations entre les parties, il n'y aura pas de paix. Et s'il n'y a pas de paix, la Russie continuera d'avancer. Les défenses ukrainiennes s'effondrent à l'instant même où nous parlons. Et les perspectives pour l'Ukraine sont sombres. Donc si nous étions vraiment préoccupés par l'Ukraine, nous répondrions aux 69% d'Ukrainiens qui estiment désormais qu'il doit y avoir une paix négociée. Nous n'encouragerions pas, comme le font les Européens, les Ukrainiens à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Nous sommes presque arrivés au dernier Ukrainien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un piratage russe du ministère ukrainien de la Défense qui aurait révélé que les pertes ukrainiennes, c'est-à-dire les tués au combat ou les déserteurs de l'armée, s'élèveraient à 1,7 million de personnes. Quand on regarde ces chiffres, la première réaction est « ce n'est pas possible ». Mais quand on fait les calculs, c'est tout à fait plausible. Et les documents du ministère ukrainien de la Défense semblent authentiques. L'Ukraine a donc sacrifié un nombre énorme de vies et de personnes afin de servir l'objectif occidental d'affaiblir et d'isoler la Russie. Et il y a très peu de preuves que l'Occident se soit soucié des Ukrainiens dans ce processus. Il les a utilisés. Il est donc temps d'y mettre fin. M. Trump, à son crédit, semble le reconnaître. Mais il veut traiter cela comme une transaction immobilière.
Laisse-moi échanger mon gratte-ciel contre le tien, et tu peux aussi ajouter une gare routière, tant qu'à faire. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les relations internationales. Et en outre, elles ne fonctionnent pas comme des compétitions sportives. Vous savez, les compétitions sportives ont des règles. Il y a des arbitres. Ici, c'est sans règles. Et donc, M. Trump est dans une impasse. Il est en situation. The dilemma. He is in a bit of a pickle. He can't accomplish what he wants. Il ne peut pas accomplir ce qu'il souhaite avec l'équipe et l'approche qu'il adopte, mais il a, à son crédit, ouvert la porte à ce que quelque chose se produise si nous avons les bonnes personnes. Je tiens également à souligner ici qu'il y a eu une lettre très éloquente de l'ancien secrétaire d'État adjoint et ancien chef de la CIA, Bill Burns, adressée aux fonctionnaires civils écartés, des personnes dont l'expertise est désespérément nécessaire, mais qui ne sont plus au gouvernement à la suite des folles frasques de Doge et des coupes absurdes dans les effectifs opérés par l'administration Trump. Il n'y aurait apparemment pas un seul expert de la Russie au sein du Conseil de sécurité nationale. Ceux du département d'État semblent être partis. Ainsi, les États-Unis se débarrassent délibérément de l'expertise même qui faisait de nous une grande puissance efficace. Et M. Trump se retrouve à devoir gérer tout cela seul. C'est incroyable de voir Marco Rubio être à la fois secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, sans remplir aucune de ses fonctions. Non, il n'exerce aucun de ces métiers. Il semble maintenant se concentrer sur l'intimidation du Venezuela avec une armada de croiseurs de classe Aegis et 4000 soldats, et ainsi de suite. C'est la même vieille approche de changement de régime au Venezuela qui échoue systématiquement depuis des décennies. Donc, si la définition de la folie est de faire la même chose encore et encore, en espérant des résultats différents, c'est exactement ça. Il me semble, Monsieur l'ambassadeur, que Donald Trump, au fond de lui, pense que, supposons que les Européens veuillent poursuivre le conflit. Ils ne vont pas le faire. Ils n'enverront pas leurs troupes en Ukraine. Le croit-il vraiment? Parce qu'à la façon dont il s'adresse aux Européens, j'ai l'impression que oui. Je pense qu'il essaie de ménager les Européens. Il leur a essentiellement dit, « Écoutez, ce qu'il a fait à Anchorage revenait à dire aux Européens, « Je ne veux pas de cette guerre, mais si vous la voulez, allez-y, faites-vous plaisir. Je vous vendrai même des armes pour mener cette guerre, mais nous n'y participerons pas. » Et maintenant il dit, « Eh bien, peut-être pourrions-nous envisager une sorte de zone d'exclusion aérienne ou un survol de l'Ukraine pour soutenir quelque chose ou quelqu'un. » Mais le fait est qu'il est absolument clair que les Russes n'autoriseront pas la présence de troupes de l'OTAN en Ukraine. Et ils ont passé 3 ans et demi à le prouver. Tout cela n'a aucun sens, et c'est le produit de l'Occident qui croit à sa propre propagande. On entend encore des gens dire que l'Ukraine peut gagner. Comment? Comment l'Ukraine peut-elle gagner? A-t-elle la main-d'œuvre nécessaire pour gagner? L'Ukraine a reçu beaucoup d'armes. Elle a fait preuve d'un grand courage sur le champ de bataille. Elle a été très inventive et innovante. Il faut admirer les Ukrainiens pour leur bravoure et leur capacité d'adaptation aux nouvelles conditions de guerre. Ils ont su se montrer à la hauteur. Mais même si l'on ne tient pas compte de ces chiffres divulgués du ministère ukrainien de la Défense, ils ont payé un prix terrible en termes de nombre d'hommes et de femmes morts dans ce conflit. Monsieur l'ambassadeur, il semble que, lorsqu'on observe le conflit en Ukraine et la manière dont les Européens ont réagi, ils étaient tellement désespérés après la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. J'ignore quelle en était la raison.
Est-ce qu'ils ressentent vraiment que les États-Unis veulent quitter l'Europe et les laisser gérer seuls leurs problèmes? I think they do fear that. In effect, Je pense qu'ils en ont effectivement as peur. you and I have discussed before, En fait, comme nous en avons déjà discuté, ça fait 80 ans qu'ils n'ont pas eu à prendre de décision. they had a protector. Vous savez, ils avaient un protecteur. Ils n'avaient pas à dépenser beaucoup pour la défense. They do spend a fair amount on Bien sûr, ils dépensent une somme non négligeable pour la défense, any real mais en réalité, danger on their ils n'ont jamais été confrontés à un véritable danger danger on their own now. par eux-mêmes. Ils ne font face à aucun danger seuls aujourd'hui non plus. But the Russians either Je veux dire, want to, il n'y a absolument aucun signe que les Russes veuillent ou puissent aller au-delà de l'Ukraine. I don't think the Russians Et je ne pense pas que les Russes veuillent reprendre les 3 États baltes. Donc avancer l'idée d'une menace existentielle de la Russie envers l'Europe de l'Ouest n'est pas très convaincant. C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, c'est même assez ridicule. Not very persuasive, to say the least. In fact, it's quite ridiculous. On the other hand, from the Russian perspective, a NATO D'un autre côté, du point de vue russe, une présence de l'OTAN en Ukraine, que ce soit avec l'Ukraine faisant partie de l'OTAN ou presque, mais pas tout à fait, un peu comme ce qui était en préparation entre 2014 et 2022, une immense armée équipée et entraînée par l'OTAN, tournée vers la Russie, représente une question existentielle pour les Russes. C'est pourquoi ils sont entrés en guerre. Il y a donc ici une asymétrie en termes de ce que j'appelle l'équilibre de ferveur. La ferveur, c'est l'intensité avec laquelle on s'engage pour une cause. L'équilibre de ferveur explique pourquoi un petit homme peut battre un grand homme dans un bar si ce dernier fait des avances à la femme du petit homme, parce qu'il se soucie davantage de l'issue. Il est prêt à endurer plus de souffrances. C'est pourquoi le Nord-Vietnam a réussi au Vietnam. Ruby Ferry's Terry Brady in Afghanistan. in Vietnam. It is why the Taliban succeeded in Afghanistan. So, war is not a La guerre n'est pas une question d'équilibre technologique, déterminée par celui qui possède les meilleurs avions ou les meilleurs missiles ou autre chose. whatever. Elle est finalement décidée par les êtres humains et par l'ampleur des sacrifices qu'ils sont prêts à consentir pour obtenir des résultats. Les Russes ont montré qu'ils sont d'un sérieux mortel. Il ne sert à rien de présenter des propositions qui seront automatiquement rejetées par eux et même tournées en dérision, car cela montre simplement que vous n'avez pas étudié leurs positions, que vous ne les avez pas écoutées, que vous n'avez pas réfléchi de manière réaliste à ce qui se passe, que vous vous bercez d'illusions et que vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. And you are not going to produce the results that you want. You want to get realistic results, you have to be. Si vous voulez obtenir des résultats réalistes, il faut être réaliste. Brave talk in Western Ce Europe. qui se passe actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de discours courageux en Europe de l'Ouest, de la part de personnes qui se sont convaincus d'avoir peur de la Russie et qui sont désespérés de maintenir la présence des États-Unis en Europe pour gérer la Russie. Mais les États-Unis ne sont pas nécessaires pour gérer la Russie. Ce qui est nécessaire, c'est une paix dans laquelle la Russie ne se sent pas menacée et n'a donc aucune excuse pour agir, et dans laquelle les Européens de l'Ouest ne se sentent pas menacés, et où la position de l'Ukraine en tant qu'État indépendant et neutre, comme l'Autriche ou d'ailleurs la Suisse, est garantie. La Suisse a été garantie en 1820 par les Européens comme État indépendant et neutre. By Europeans as an independent neutral state. Belgium was guaranteed. La Belgique bénéficiait de garanties diplomatiques. Bien sûr, les Allemands ont violé cela à 2 reprises. Mais malgré tout, le fait est que considérer les garanties de sécurité uniquement sous l'angle militaire revient à faire une proposition qui ne peut pas fonctionner. Il doit y avoir un cadre politique. Jusqu'à présent, les Européens, et les États-Unis d'ailleurs, n'ont proposé aucun cadre politique crédible. Les Russes veulent en discuter. Et apparemment, ils affirment que M. Trump a accepté d'en parler. Beaucoup de gens doutent que Vladimir Poutine ait réellement réussi à ce point. Vladimir Putin actually succeeded to that extent. But you can't get away from the main issues. Mais on ne peut pas échapper aux questions principales qui sont
d'éliminer la menace perçue que l'Ukraine représente pour la Russie, de garantir les droits des russophones en Ukraine ou dans les régions d'Ukraine non contrôlées par la Russie, et vraisemblablement de garantir aussi les droits des locuteurs hongrois, roumains, polonais, slovaques, etc. Il s'agit également de trouver un moyen d'intégrer un État tampon neutre appelé Ukraine dans une architecture de sécurité européenne plus large, tout comme la Suisse, l'Autriche et la Belgique se sont intégrés à différents moments dans une telle architecture. La Belgique, bien sûr, fait désormais partie de l'OTAN et n'est plus neutre. Mais c'est ainsi que tout a commencé. La Belgique a commencé comme un État neutre et indépendant, destiné à servir de tampon entre les États de Mars. La seule raison, monsieur l'ambassadeur, qui me vient à l'esprit pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement, la mentalité des Européens, afin de saisir cette politique de poursuite du conflit en Ukraine, c'est qu'ils croient d'une certaine manière que si la guerre continue et que l'armée ukrainienne s'affaiblit, la Russie envisagerait d'entrer dans la partie occidentale de l'Ukraine, ce qui constituerait un piège pour les Russes. Nous ne voyons pas cela du côté des Russes. Nous n'entendons personne en Russie parler de cela. Qu'en pensez-vous? Croit-il vraiment pouvoir convaincre la Russie d'entrer dans l'ouest de l'Ukraine? Non, je pense que les Russes ont une expérience très pertinente dans un passé récent, à savoir l'Afghanistan. Ils sont entrés en Afghanistan. Fait intéressant, si l'on lit les récits de leur présence en Afghanistan, ils essayaient à peu près de faire les mêmes choses que l'Occident a tenté de faire lorsque l'Occident est intervenu en Afghanistan pendant 20 années perdues, c'est-à-dire accroître les droits des femmes, éduquer la population, construire des infrastructures, moderniser l'économie et donner à l'Afghanistan un gouvernement national, plutôt qu'une sorte de coalition de groupes ethniques qui constituait l'Afghanistan. Ils ont échoué, tout comme les États-Unis et l'OTAN ont échoué en Afghanistan. Mais leur échec a eu des conséquences très importantes, car il a beaucoup contribué à la chute de l'Union soviétique. Maintenant, ils ne veulent pas répéter cette expérience. Ils savent très bien à quel point les gens d'Ukraine occidentale sont hostiles, agressifs et opposés à la Russie. Après tout, l'Ukraine occidentale, qui a essentiellement été donnée à l'Ukraine par Staline à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On parle d'un État qui a été créé par Lénine et agrandi par Staline. Et on parle d'un État qui a pour héros national Stepan Bandera, un compagnon de route et participant avec la SS allemande, dont le groupe en Ukraine occidentale a été responsable de la mort de 150 000 Polonais et 250 000 Juifs. Donc quand les Russes parlent de dénazification, cela peut nous faire rire, mais nous ne devrions pas. Il existe réellement un problème de continuité avec la présence nazie allemande et des personnes partageant les mêmes idées, des fascistes des années 1930 et 1940, qui contrôlent aujourd'hui essentiellement le territoire. Volodymyr Zelensky s'est présenté sur une campagne de paix. Il a fait campagne sur une plateforme de paix, d'acceptation des accords de Minsk, c'est-à-dire l'autonomie pour les deux oblasts du Donbass au sein de l'Ukraine. En 6 semaines, il s'est rétracté sur tous ces points. Pourquoi? Parce qu'il a été menacé. Il n'a pas pu résister à la pression à la fois des Ukrainiens de l'Ouest et du MI6, ainsi que des États-Unis, de la CIA. Donc je ne pense pas que les Russes veuillent avoir quoi que ce soit à faire avec l'Ukraine de l'Ouest. Et vous savez, j'aimerais voir des preuves du contraire. Vous savez, je pense qu'il reste encore beaucoup de questions sur la véritable raison de cette colonne qui s'est avancée vers Kiev. Si c'était pour prendre Kiev, auquel cas la force était clairement insuffisante, ou si c'était une diversion pour attirer les troupes ukrainiennes qui étaient massées contre Donetsk et Louhansk,
les détourner de ce front et les forcer à se redéployer afin de relâcher la pression sur les russophones de l'Est. Je ne sais pas quelle est la réponse à cela, mais je pense que la question reste ouverte. Et je pense qu'il est grand temps que nous abordions ce sujet de manière réaliste, plutôt que d'attribuer des objectifs aux Russes. Nous devrions écouter ce que les Russes ont dit et disent encore. Et nous constaterons, si nous le faisons, qu'ils ont été très très cohérents, même si de notre côté, nous avons été complètement incohérents. Nous avons eu le ministre des Affaires étrangères de la Chine qui s'est rendu en Inde pour discuter avec Modi, ce que Modi a qualifié de très positif, ainsi que la manière dont ils essayent de résoudre les problèmes entre les deux nations. Tout cela dépend de l'issue du conflit en Ukraine, n'est-ce pas? Eh bien, il s'agit, dans ce cas, du président Trump qui, de manière très imprudente, a imposé un tarif douanier de 50% à l'Inde, dans un acte hostile perçu comme tel par les Indiens. Lors de ma première affectation dans le service diplomatique des États-Unis, j'étais en Inde. C'était au milieu ou à la fin des années 1960. Déjà à cette époque, nous essayions de convaincre les Indiens de s'aligner avec nous contre l'Union soviétique. Les Indiens ont toujours exigé la non-alignement. Ils ne veulent pas être impliqués dans les querelles des autres. Et cela n'a pas changé. Mais ce qui vient de changer, c'est que les États-Unis, qu'ils considéraient comme un ami, se sont révélés être un adversaire, voire un ennemi. Et c'est pourquoi nous assistons à tous les développements que nous avons observés. C'est l'Inde qui se rapproche de la Russie, l'Inde qui tente de rétablir ses relations avec la Chine, dont elle a beaucoup à gagner. Et l'un des développements les plus discrets mais importants dans cette relation est un accord apparent pour démarquer la ligne de contrôle dans l'Himalaya. Le problème entre les deux parties a toujours été le désaccord sur l'emplacement de cette ligne. Il s'agit d'une frontière de facto, mais ils ne sont pas d'accord sur son tracé. Il semble maintenant qu'ils vont essayer de s'entendre sur l'emplacement de la frontière. C'est un pas vers la résolution géopolitique de ce problème. En attendant, la Chine a clairement proposé à l'Inde un niveau de coopération économique que les États-Unis lui refusent désormais. C'est donc une décision géopolitiquement maladroite de l'administration Trump. Je ne pense pas que cela sera facilement réparé. Adam Orshnizendri, je ne pense pas que les Indiens oublieront ce que les États-Unis viennent de leur menacer. Je pense que nous devons comprendre la position de l'Inde, parce que je ne sais pas si vous avez vu Scott Bessent parler de l'importation de pétrole russe. On est passé de 1% à 41%. Et l'Inde a beaucoup d'enjeux dans cette affaire. Et elle ne peut pas ignorer la Russie. C'est tout simplement impossible pour eux. Eh bien non. Ils entretiennent une coopération stratégique de longue date avec la Russie. Ils ont effectivement besoin de pétrole. L'idée que les États-Unis puissent, avec l'Occident, imposer un embargo unilatéral sur le pétrole russe est manifestement fausse. Je veux dire, il y a un embargo depuis 3 ans et demi. Tout ce que cela a fait, c'est détourner le commerce et générer un niveau élevé de contrebande, etc. Il y a aussi l'ironie que les Chinois sont en réalité de plus grands importateurs de pétrole russe que les Indiens, et pourtant ils ne sont pas soumis à ces tarifs punitifs, ce qui, du point de vue indien, revient vraiment à ajouter l'insulte à l'injure. Je pense que M. Besson fait preuve d'une inquiétante méconnaissance du commerce international et des relations internationales. Et il parle comme il l'a fait. Et je noterai que, vous savez, il n'est pas le seul dans le cabinet Trump à ne pas bien comprendre ces sujets et à avoir tendance à parler à la légère. Howard Lutnick, le secrétaire au commerce, a essentiellement dit aux Chinois que nous n'allions leur vendre
que des semi-conducteurs inférieurs pour leur IA. En conséquence, le gouvernement central chinois a déclaré qu'il ne voulait pas de nos semi-conducteurs de qualité inférieure. Cela fait référence au H20 de NVIDIA. Ce sont des unités de traitement graphique, ou GPU, qui sont essentielles pour l'IA. Mais les Chinois s'efforcent beaucoup de développer leur propre autosuffisance dans ce domaine, et nous venons de les pousser encore plus dans cette direction. On se demande quel est le but de tout cela. Je pense que la seule option qu'ont les États-Unis, si tout ce qu'ils essaient d'obtenir avec la Russie échoue, la seule option qu'ils ont est de s'en prendre à l'Inde. Voici ce qu'a dit Navarro, le conseiller commercial de Trump. Il affirme qu'il est absurde que l'Inde ait besoin d'acheter du pétrole russe et que le chemin vers la paix en Ukraine passe par New Delhi. Il prétend que l'Inde ne veut pas reconnaître son rôle dans le conflit en Ukraine. Des droits de douane supplémentaires sur l'Inde pour l'achat de pétrole russe entreront en vigueur le 27 août. Comme vous l'avez mentionné, il semble que la Chine soit trop puissante pour qu'ils s'en prennent à elle, comme J.D. Vance l'a dit la semaine dernière. La seule option qu'ils ont, c'est l'Inde, et la façon dont ils parlent de l'Inde, c'est comme s'ils voulaient nous sacrifier à cause du conflit en Ukraine. Alors pourquoi devrions-nous envisager une meilleure relation avec les États-Unis? Eh bien, n'oubliez pas que vous êtes au Brésil, je crois, et que votre président ainsi que votre pays ont été soumis au même type d'intimidation. Dans votre cas, concernant vos affaires internes, le statut de votre système judiciaire, sa capacité à prendre des décisions, le statut de l'ancien président Jair Bolsonaro, qui, à ce que je comprends, essaye de se réfugier en Argentine. On ne peut pas expliquer ces choses de manière rationnelle, et je ne pense pas que Peter Navarro ait la moindre crédibilité en tant que conseiller en commerce, même s'il occupe ce poste. C'est-à-dire que l'auteur d'un livre intitulé « Death by China » a clairement une position politique, mais économiquement, ces théories n'ont pas fonctionné. Il n'y a aucune preuve que ça se produira. Donc tout cela, je veux dire, tout son argument était que si l'on impose des droits de douane, les gens se précipiteront pour investir aux États-Unis et l'industrie sera reconstruite aux États-Unis. Cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit. Donc ça ne va pas arriver. Et je noterai aussi qu'aujourd'hui nous sommes le vendredi 22 août, comme vous l'avez mentionné. Le président de la Réserve fédérale, Powell, a prononcé un discours à Jackson Hole dans le Wyoming, devant un rassemblement international de banques centrales, et a essentiellement déclaré qu'il voulait laisser la question d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt ouverte, car il n'y a peut-être aucune raison de le faire. Pourquoi? Parce que nous avons une combinaison d'inflation croissante et d'un marché du travail en contraction. C'est la définition même de la stagflation. Il n'a pas utilisé ce mot, mais c'est exactement ce que c'est. Une croissance plus lente et une inflation plus rapide. Et il a dit, en gros, que le marché du travail en contraction compense l'inflation. Eh bien, peut-être que c'est vrai en termes macroéconomiques, mais c'est pas le cas pour l'Américain moyen qui doit aller au supermarché ou faire réparer sa voiture alors que les prix augmentent et que les emplois se font plus rares. Donc c'est très intéressant. Je me demande comment M. Navarro explique cela. Mais, puisque vous avez mentionné le Brésil et l'Inde, je pense que ce sont deux pays importants pour la politique étrangère des États-Unis. Mais lorsqu'il s'agit de politique étrangère, que signifie le mot « désastre » ? Dans quelle mesure peuvent-ils considérer cela comme un désastre? Parce que nous arrivons à un point où plus personne ne leur ferait confiance. Compte tenu de la façon dont ils parlent du Brésil, de l'Inde, la Chine n'est pas un bon acteur
La Russie est l'ennemi. Et au Moyen-Orient, on qui aide le TED. Well, don't forget that the kingdom of Lesotho. Eh bien, n'oubliez pas que le royaume du Lesotho, qui est un royaume montagneux entièrement entouré par l'État libre d'Orange en Afrique du Sud, et qui possède la seule cavalerie de montagne efficace au monde, à cheval, un petit pays merveilleux, est soumis à des tarifs punitifs. Pour quelle raison? Vous savez, en gros, la Suisse a été attaquée par l'administration Trump. Est-ce rationnel? Non, ce n'est pas rationnel. Quelles en sont les conséquences? Les conséquences sont que les États-Unis, qui jouissaient d'une assez bonne réputation internationale pour leurs compétences, leur sérieux et le fait de tenir plus ou moins parole, ont désormais la réputation d'être négligents, imprécis, incompétents et de ne pas tenir leurs engagements. Un jour, le président Trump déclare « Eh bien, nous allons imposer un énorme tarif, nous allons sanctionner la Russie avec 100% de quelque chose ou d'autre. » Puis, après encourage, il dit « Bon, ça n'a plus aucun sens maintenant. » Un jour il est pour, le lendemain il est contre. Personne ne peut déterminer quel est le taux de tarif, car il est susceptible de changer comme la pression barométrique, et on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, c'est de l'incompétence. Et cela, pour revenir à la question de l'Ukraine, est à mes yeux le principal obstacle à la paix. Je pense qu'il y a une possibilité de paix si nous abordons intelligemment les questions que Vladimir Poutine appelle les questions fondamentales, les questions de fond. Pouvons-nous élaborer un cadre politique qui réduirait la menace perçue par la Russie venant de l'Occident et la menace perçue par l'Occident venant de la Russie? Pouvons-nous revenir à la neutralité que l'Ukraine a proclamée lors de son indépendance, raison pour laquelle Moscou a reconnu l'Ukraine comme un État indépendant et neutre? Ce n'est que lorsque cette neutralité a été compromise par l'OTAN et les ambitions américaines que ces difficultés sont apparues. Je veux dire, lorsque l'on commence à parler, comme certains l'ont fait juste après le coup d'État de 2014 à Kiev, de s'emparer de Sébastopol, la base navale russe en Crimée, depuis 200 ans, au profit de l'OTAN, que sont censés imaginer les Russes quant à ce qui est en jeu. Nous devons donc être réalistes. Nous devons faire preuve d'imagination. Et j'ai remarqué que l'un des commentaires les plus révélateurs venait de la chancelière Merkel lors de cette réunion avec le président Trump dans le bureau ovale, où les 7 Européens étaient assis là comme des écoliers devant un professeur. Et elle a dit « Je ne peux pas imaginer qu'il puisse y avoir la paix sans qu'il y ait d'abord un cessez-le-feu. » Ce à quoi je réponds « Vous n'avez clairement aucune imagination. Et vous devriez y réfléchir un peu. » Pourquoi? Si vous êtes en train de perdre une guerre, bien sûr que vous voulez un cessez-le-feu. C'est naturel. Vous voulez figer la situation avant qu'elle n'empire. L'Ukraine veut un cessez-le-feu. C'est très sensé. Je suis d'accord avec cela. La Russie ne veut pas de cessez-le-feu, parce que s'il n'y a pas de diplomatie, il doit y avoir une action militaire. Et ils sont en train d'avancer. Ils sont à l'offensive, et ils n'accepteront pas de cessez-le-feu à moins que cela ne fasse partie d'un accord plus large sur une paix à long terme qui élimine ce qu'ils perçoivent comme une menace existentielle. Et l'ironie dans tout cela, c'est que les États-Unis, après l'effondrement de l'Union soviétique et l'expansion du partenariat pour la paix à travers l'Europe, ont commencé en affirmant vouloir une Europe entière et libre. Mais en réalité, nos actions ont divisé l'Europe. Et lorsque les gens parlent de l'Ukraine comme d'une démocratie, je pense qu'ils devraient y regarder de plus près. La presse est entièrement nationalisée. Tous les partis politiques ont été abolis. Il n'y a pas d'élection.
L'Église orthodoxe russe est interdite au profit d'une Église orthodoxe ukrainienne, nationaliste et contrôlée par l'État. Des personnes sont arrêtées et enrôlées de force, enrôlées de gré ou de force dans l'armée. Nous savons que même si ce chiffre de 1,7 million de morts, de blessés et de déserteurs provenant du ministère ukrainien de la Défense est faux, nous savons qu'un nombre énorme d'Ukrainiens ont sacrifié leur vie en vain jusqu'à présent. Ils n'ont pas obtenu la démocratie, ils n'ont pas éradiqué la corruption. Nous entendons des rapports selon lesquels la fuite de capitaux corrompus vers d'autres destinations, comme les Émirats arabes unis, s'accélère parce que certains soupçonnent que le régime actuel à Kiev ne va peut-être pas durer très longtemps, et ils veulent sortir leur argent tant qu'ils le peuvent encore. C'est donc un tableau très sombre. Et le fait que le chancelier allemand estime qu'il doit y avoir un cessez-le-feu avant que ces questions puissent être abordées est franchement très déprimant. Aujourd'hui, nous avons appris, Monsieur l'ambassadeur, que l'Iran a fermé son espace aérien occidental pour tester des missiles balistiques et des systèmes de défense aérienne. Pensez-vous qu'avec la marine américaine, qui recueille des renseignements, je suppose pour Israël, pensez-vous qu'il se prépare quelque chose? Nous en avons déjà parlé, mais comment comprenez-vous la situation actuelle? Ma question, je me souviens de notre conversation avec Trita Parsi, et je suis d'accord avec Trita sur le fait qu'en réalité, Israël attaquera de nouveau l'Iran. Ma seule question est de savoir s'ils ont les moyens en place pour le faire efficacement. Les Israéliens sont très ingénieux et très duplicités. Ils pourraient être capables de faire quelque chose. Je pense que l'Iran se prépare clairement à une telle éventualité. Et je suis également d'accord avec Trita pour dire que s'il y a un nouvel échange de tirs entre Israël et l'Iran, l'Iran ne se retiendra pas comme il l'a fait lors des 3 derniers affrontements. Il attaquera des cibles d'infrastructures, il attaquera des cibles civiles, ce qu'il a essayé d'éviter lors des précédents affrontements. Il essaiera de causer un maximum de dégâts à Israël. Et je pense qu'il en a la capacité, que les États-Unis soient présents ou non. Je ne sais pas exactement ce que faisait le porte-avions Nimitz lorsqu'il est entré dans le golfe Persique et a fait escale à Bahreïn, qui abrite le quartier général de la 5e flotte des États-Unis. Mais vous pouvez être sûr que le renseignement et la reconnaissance sur l'Iran se poursuivent. Et si vous vous souvenez, il y a quelques années, lors de la première administration Trump, l'Iran a abattu un drone qui recueillait des informations. Et Trump, à la grande surprise de nos amis arabes, a minimisé l'incident et n'a pas réagi. Donc je pense que la marine iranienne est apparemment en mer, elle n'est plus à Bandar Abbas, et je pense que les Iraniens sont effectivement toujours en état d'alerte. Donc oui, c'est très dangereux. Et je ne pense pas que l'Iran attaquera Israël, mais il contre-attaquera très vigoureusement si Israël l'attaque. Netanyahou a donné une interview il y a seulement 2 jours, si je ne me trompe pas, et il a mentionné que les ennemis d'Israël augmentent d'une certaine manière. Il parlait des médias traditionnels, même des algorithmes. Tout serait contre Israël. Il a même évoqué la génération Z, affirmant qu'elle serait en quelque sorte conditionnée par les médias et qu'elle est totalement opposée à Israël. Avant d'entrer dans le détail, laissez-moi vous faire écouter ce qu'il a dit à propos de la génération Z. Voici ce qu'il a déclaré. Comme les dirigeants européens qui ne cèdent pas à ce genre de choses. Mais si vous me dites qu'il y a du travail à faire avec la génération Z et dans tout l'Occident, oui. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement notre responsabilité.
Tout le monde devrait les aider à propager leurs mensonges. Le voilà. Nous avons l'ONU, nous avons une coalition de groupes humanitaires internationaux, tous affirmant qu'il y a 130 000 enfants à Gaza qui risquent de mourir de faim dans la semaine. Et il dit qu'il n'y a pas de famine à Gaza. Tout cela serait de la propagande du Hamas. Je pense qu'il a oublié une vérité fondamentale. Si vous voulez être détesté, il suffit de faire des choses odieuses. Et Israël commet tant d'actes odieux et haineux que bien sûr, très peu de gens dans le monde lui accordent encore de l'estime. Seuls ceux qui ont une loyauté tribale envers Israël, à travers le sionisme, sont prêts à le défendre. Et même eux hésitent désormais à le faire, car ce qu'Israël fait est absolument indéfendable. Donc, l'idée selon laquelle il y a toujours, je me souviens de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, la réponse classique de ceux qui menaient l'oppression était « Les protestations contre cela sont toutes erronées. Elles sont toutes provoquées par des agitateurs extérieurs. Il n'y a rien à voir ici. Circulez. » Eh bien, Netanyahou affirme que la famine à Gaza est due au fait que le Hamas vole la nourriture. C'est absolument incroyable et personne n'y croit. Donc la question est, pour paraphraser Groucho Marx, qui allez-vous croire, Netanyahou ou vos propres yeux qui vous mentent? Nous voyons bien ce qui se passe, et chaque fois que Netanyahou le nie, il discrédite davantage le pays qu'il dirige. Et il porte encore plus préjudice aux intérêts des Juifs du monde entier, car dans la mesure où ils sont perçus comme acceptant ses prétentions à parler en leur nom, cela suscite l'antisémitisme. C'était incroyable pour moi de voir Bernie Sanders en parler. Il a donné une interview sur CNN avec Dana Bash. Elle lui a demandé si le Hamas était responsable de la famine. Il a répondu non, que tout dépendait d'Israël et de ses actions. As-tu l'impression que d'une certaine manière, la réalité les rattrape? Parce que Bernie Sanders critiquait Israël, mais d'une façon assez prudente. Eh bien, c'est un homme politique, un très bon d'ailleurs. Il est aussi juif, et je le félicite pour son honnêteté sur de nombreux sujets. Dana Bash est également juive, je crois, donc c'est une conversation entre deux juifs. Je pense que Dana Bash fait partie de l'appareil qui essaye de dissimuler ce qui se passe, de le nier, de l'excuser. Bernie Sanders est de l'autre côté, et je l'admire pour cela. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Je ne suis pas sûr que ce fût un plaisir, mais j'étais heureux d'être avec vous. C'est Trump, c'est Fouadj. Merci.